à tous et bienvenue dans Regard d'Expert, votre émission qui vous permet de rencontrer les chercheurs. Et aujourd'hui, nous sommes en compagnie d'Eliès Jouini, professeur à Paris-Dauphine et responsable de la chaire Les particuliers face au risque. Eliès, bonjour. Isor, bonjour. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette chaire ? Alors l'intitulé exact de la chaire, c'est Les particuliers face au risque, analyse et réponse des marchés. Parce que notre objectif, c'est d'essayer de comprendre comment les particuliers, les individus réagissent face au risque, comment donc ils font leurs choix d'investissement, leurs arbitrages, leurs décisions pour leur retraite, et comment ces décisions sont agrégées par le marché, comment le marché rencontre et réagit face à ces décisions. Et alors pour cela, vous avez introduit la notion d'agent représentatif, je crois. Alors en fait, nous n'avons pas introduit la notion d'agent représentatif parce que c'est une notion déjà ancienne dans la théorie, mais qui disait à peu près la chose suivante. Lorsque tous les individus ont les mêmes caractéristiques et qu'ils anticipent parfaitement le futur, non pas qu'ils le prédisent, mais en tout cas qu'ils l'appréhendent de la même manière, eh bien, tous ces individus peuvent être agrégés en un seul individu. Tout se passe comme s'il y avait un seul individu sur le marché qui a les caractéristiques communes à cette collectivité. Et nous, ce que nous montrons, c'est que lorsque les individus sont hétérogènes, eh bien, il y a toujours un agent représentatif, mais cet agent représentatif a un comportement qui est différent de chacun des comportements individuels. Il va avoir tendance à surpondérer les risques extrêmes, il va avoir tendance à surpondérer le long terme, et ces aspects-là ont jusqu'à présent été totalement ignorés par la théorie classique. En revanche, on rejoint là la théorie dite comportementale, la behavioral finance ou la behavioral economics, qui montre que parmi les biais psychologiques qui sont effectivement observés aujourd'hui chez les individus, il y a cette surpondération des risques extrêmes et cette surpondération du long terme. Alors justement, vous avez aussi publié d'autres travaux sur la notion de pessimisme et sur la surpondération finalement par les individus de leurs chances de perte. Alors effectivement, nous avons essayé ensuite, à partir de nos travaux théoriques, de vérifier si, dans la réalité, les individus ont d'abord des comportements hétérogènes. Est-ce que cette hétérogénéité correspond à une réalité ? Et quelle est la nature de ces comportements ? Est-ce que nous avons découvert à partir de cas pratiques, d'études expérimentales. Donc nous avons à la fois construit des questionnaires, construit des expériences dans lesquelles nous avons montré que les individus sont hétérogènes dans leur perception du risque. Il y a à la fois des optimistes et des pessimistes, et qu'en moyenne, les individus sont plutôt pessimistes lorsqu'il s'agit de questions qui portent sur leur bien-être direct et sur lesquelles ils n'ont pas d'impact. Et donc, à partir de là, ce pessimisme va se retrouver agrégé par le marché, on va le retrouver au niveau agrégé, et cette hétérogénéité va avoir pour effet d'amplifier encore plus, en quelque sorte, ce pessimisme. Et alors on arrive là à une autre notion, celle du rationnel et de l'irrationnel. Je crois que c'est un sujet sur lequel vous travaillez en ce moment. Effectivement, comme je disais tout à l'heure, les marchés, la théorie classique a toujours eu tendance à faire l'hypothèse simplificatrice de la rationalité. Et ce que l'on appelle la rationalité en théorie économique, ça n'est pas seulement le bon sens, comme on l'entend dans le langage commun, mais c'est vraiment cette hypothèse que tous les individus appréhendent tout le futur avec le même degré de finesse, qu'ils sont capables d'exploiter les informations de la même manière, qu'en quelque sorte il n'y a pas d'opinion individuelle, que face à la même information, ils auront exactement la même analyse du futur et ils auront exactement les mêmes réactions. On sait bien que ça n'est pas vrai. Et à partir du moment où on prend en compte le fait que ça n'est pas vrai, eh bien il en résulte un certain nombre de biais. Par exemple, on montre que cela implique que la prime de risque sur le marché va être contracyclique, c'est-à-dire que dans les périodes dépressives, eh bien, on va avoir une très forte prime de risque, c'est-à-dire que les agents vont exiger une prime de risque beaucoup plus élevée que la normale, beaucoup plus élevée que ne le prédirait la théorie rationnelle, ce qui signifie en fait que non seulement on est dans une situation dépressive, mais en plus, les agents économiques vont refuser d'investir, sauf si on leur promet des primes de risque très élevées. Et s'ils n'investissent pas, eh bien, évidemment, on va amplifier le phénomène de dépression. Donc on a finalement des phénomènes qui vont avoir tendance à augmenter la volatilité des marchés, qui vont avoir tendance à amplifier les crises, et tout ça à cause à la fois de cette irrationalité
et cette hétérogénéité. Et ça a même une incidence plus large, puisque ça a une incidence sur la gouvernance aussi des entreprises. Alors, l'autre façon, le point de vue dual, je dirais, de ces travaux, c'est que l'on peut se poser à l'inverse la question de comment représenter un groupe d'individus. Ce sont des actionnaires, et la question est comment les représenter, comment choisir le dirigeant, comment faire en sorte que les décisions prises par le dirigeant soient conformes aux attentes des actionnaires. Et comment le rémunérer aussi. Et donc, notamment, quel mode de rémunération va inciter le dirigeant à prendre les décisions conformes aux attentes des actionnaires? Et là, on s'aperçoit que lorsque les actionnaires ne sont pas mobiles, c'est-à-dire qu'ils gardent leurs titres et qu'ils n'ont pas vocation à bouger, eh bien, il suffit de rémunérer le dirigeant en fonction des résultats de l'entreprise, typiquement des stock options, et là, il prendra des décisions qui sont conformes au consensus des actionnaires, ou en tout cas à la moyenne des actionnaires. Avec une vision à long terme, en fait. Et avec une vision à long terme. En revanche, si les actionnaires sont mobiles, c'est-à-dire si le titre est coté, s'il y a des échanges, s'il est liquide, c'est-à-dire si les actionnaires ont à tout moment la possibilité de quitter le tour de table, eh bien ce qui se passe, c'est que rémunérer le dirigeant en fonction des résultats de l'entreprise va conduire à un effet pervers. Il aura tendance à sous-estimer les risques extrêmes et il va avoir tendance à sous-estimer le long terme. Et donc finalement, si l'on veut que le dirigeant prenne en compte les risques, et notamment les risques extrêmes qui sont ceux qui vont générer des crises et des crises systémiques, et si on veut qu'il prenne à sa juste valeur en compte le long terme, eh bien il faut trouver des modes de rémunération qui ne soient pas simplement alignés sur les résultats de l'entreprise, mais des mécanismes beaucoup plus complexes. Eliès, merci pour toutes ces explications. Mais je vous remercie. Quant à vous, je vous remercie de nous avoir suivis et je vous rappelle que toutes les vidéos Regard d'experts sont accessibles sur le site finexchange.org. À très bientôt.